l'hirondelle ne fait pas le printemps. Malgré les querelles, les frictions et autres bisbilles entre les délégués au dialogue, ce forum a finalement repris son cours cette semaine. Après donc les travaux en commission et la grande plénière du week-end, les délégués à ces assises devraient adopter ce week-end un accord politique, point d'orgue de ces assises qui ont longtemps agité les débats dans notre pays. C'est donc pour parler de ces sujets, mais pas seulement et tant d'autres, que nous recevons pour vous ce soir un haut cadre de la majorité présidentielle. Il s'agit de Denis Kambaï Chimpumpu, ministre de la Jeunesse et des Sports. Monsieur le ministre, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation surtout. Bonjour et merci beaucoup. Comment allez-vous? Par la grâce, on voit vous-même. Alors nous allons parler du dialogue, ce dialogue qui touche à la fin avec un accord politique en vue. Qu'est-ce que ça représente pour vous ces assises initiées par le président de la République? Je bénis le Seigneur pour tout ça parce que nous n'avons pas d'autre choix. Nous l'avons dit depuis le début de la convocation de ce dialogue qui a pris autant de temps avant que tout le monde arrive à comprendre l'attitude de son Excellence Monsieur le Président de la République qui avait déjà vu des choses avant. Aujourd'hui, les gens entendaient parler des délais, surtout la pression qu'il y a sur les quelques mois qui sont restés. Mais si on a un bon souvenir, on doit se rappeler que c'est un dialogue que le Président de la République avait convoqué depuis longtemps. Et si on était déjà tous en train de regarder dans la même direction, on serait déjà en train d'exécuter d'autres étapes de ce qui serait comme des propositions de ce dialogue. Je bénis le Seigneur, mieux vaut tard que jamais, que cela puisse nous conduire à produire le protocole d'accord qui va être signé par l'opposition, la majorité ainsi que la société civile. Je bénis le Seigneur pour ça. La présidentielle n'aura pas lieu cette année, pourtant l'opposition, une bonne frange de l'opposition tient à ce que la présidentielle ait lieu cette année, mais pour la CENI c'est impossible. Alors pour beaucoup dans l'opinion, c'est une haute trahison de la part de votre majorité au pouvoir. Je ne voudrais pas dire seulement la CENI, il y a aussi des organismes indépendants qui ont eu à voir sur les calculs normaux qu'on ne pouvait pas organiser des élections cette année par rapport aux réalités du terrain. Et vous savez, c'est depuis le début de cette année que nous sommes passés effectivement de 11 à 26 provinces. Tout ce que moi j'ai dit, c'est tout simplement la méchanceté dans l'esprit de beaucoup de Congolais qui veulent jouer le jeu de marionnettes ou de sapeurs-pompiers qui aujourd'hui n'arrivent pas à comprendre l'intérêt de la République par le temps qui court. Nous avons participé aux élections. Moi, j'étais candidat député national en 2006, si je dois parler pour moi-même. Et j'ai été élu député à Moamba, puis président de tous les députés nationaux de Kinshasa de 2006 à 2011. Nous avons participé à une seconde élection en 2011 et nous avons été déclarés perdants. Et nous avons gardé notre mal en patience. Et là, nous nous préparons pour les futures échéances qui vont arriver encore. C'est-à-dire, le fait que nous avons opté pour le choix de la démocratie, nous n'avons pas un autre chemin qui doit nous conduire vers le pouvoir que de passer par les élections. Aujourd'hui, les gens peuvent tout dire, mais nous avons des réalités parce que personne à leur moment, Karine, n'avait prévu qu'on pouvait avoir des contraintes que nous avons connues dans notre société. Je voudrais ne pas vous rappeler aujourd'hui des mauvais souvenirs des gens du M23. Vous avez y avoir des images de ce qui s'est passé à l'est de la République. Au moment où le gouvernement pouvait se concentrer, parce que je suis beaucoup la télé, la manière dont beaucoup d'hommes politiques sont en train de réagir, c'est comme si dans cette société, depuis 2005 ou depuis l'adoption de notre constitution, qui est en vigueur et que le gouvernement était calme, en train de travailler que sur le programme du gouvernement. Mais chaque fois qu'il y a eu des cas de force majeure ou des éléments extérieurs qui ont conduit à la déstabilisation même du fonctionnement des institutions, notamment tout ce qui s'est passé à l'Est sur le plan des finances, ce qu'on devait mettre dans les développements, dans les sociales, on était toujours obligé de voir d'abord au niveau de l'Est. Sans la paix, on peut tout dire. Sans la paix, de retrouver tant bien que mal à l'est de la République, on ne peut pas parler des élections. Monsieur le ministre, gouverner c'est prévoir. Votre gouvernement nous vante sans arrêt la stabilité du cadre macroéconomique, les taux de croissance qui est un taux record depuis l'accession de notre pays à la souveraineté nationale en 1960. Alors tout ça, c'est du vent que vous nous vendez. Comment il est incapable de financer l'organisation des élections à ces jours? Non, pas du tout, pas du tout. Quand on parle de la stabilité des cadres macroéconomiques, je crois que ce n'est pas un mirage, tout le monde peut le palper. Vous savez, nous étions dans ces pays habitués à se réveiller déjà avec le taux de change presque chaque jour.
Et personne ne pouvait accepter de garder l'argent soit en francs ou en dollars suite à la stabilité. Tout ça. Les gens prenaient des dettes ou pouvaient s'engager sur la monnaie avec laquelle il y a à faire des échanges. Mais tout ce que nous avons fait dans notre société pour ne pas faire les bilans du gouvernement maintenant, mais j'ai dit tout simplement qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Mais en ce qui concerne l'aspect des élections, si je dois revenir sur ça, j'ai dit tout simplement que tout a été prévu. Il y a des budgets, plus ou moins 4 budgets depuis que notre gouvernement est là, ou depuis que le Premier ministre Augustin Matata Ponyo est là, et depuis que nous sommes arrivés en septembre de l'année passée, le budget 2015-2016, tout était prévu dans le budget, mais nous ne pouvons pas prévoir les contraintes extérieures, notamment le cas de force majeure. Je vous ai cité exemple, tout ce qui s'est passé à Béni, tout ce qu'il y a comme insécurité au niveau de l'Est de la République et d'autres calamités naturelles. On ne peut pas prévoir ça. Gouverner, c'est prévoir par rapport aux réalités de ce que nous faisons, mais on ne peut pas gouverner en attendant de prévoir aussi les guerres ou les agressions extérieures. Pour vous, pour la majorité, ce n'est qu'un l'opposition ne vous fait qu'un procès d'intention. Mais pourquoi, dites-moi, vous êtes de la majorité présidentielle, même du parti présidentiel, pourquoi dans votre famille politique, la question du dauphin du président Kabila est-il un sujet tabou? Si vraiment vous avez la volonté d'organiser l'alternance au sommet de l'État. Je voudrais vous dire quelque chose, Karine, que beaucoup de gens n'ont pas le courage de dire. Nous nous connaissons très bien, nous les Congolais. Nous nous connaissons très bien, nous les Africains, même que ce soit dans l'opposition ou de la majorité, la problématique de dauphin. Il suffit que le chef dise aujourd'hui, ok, j'ai un dauphin tel, mais c'est l'homme à abattre. Laissez-nous, par rapport à la stratégie de communication du chef, qui n'aime pas de temps en temps aussi de pression, de la manière dont il est en train de nous conduire, parce qu'il connaît chacun de nous. Il connaît chacun de ses collaborateurs. Il arrivera un temps où le chef pourra se prononcer sur la question, mais pour le moment, ce n'est pas encore à l'ordre du jour parce que le président de la République est dans son mandat. Étant dans son mandat, et il est en train de travailler sur les objectifs et sur ce que nous sommes en train de voir, le résultat. Et c'est tout le goût qu'il a donné à la jeunesse pour faire aussi la politique. Parce que nous, la conviction sur quoi? Nous avons un chef de l'État jeune et sportif à la tête de ce pays. Et cela donne le goût à beaucoup d'autres jeunes d'emboîter les pas et de faire aussi la politique comme lui. C'est ça un peu l'esprit révolutionnaire qui est actuellement de la régénération de la classe politique, parce que nous devons quitter des anciennes méthodes. Les mêmes méthodes des années 60, des années 60, aux indépendances bien sûr, les mêmes méthodes des années de coup d'État de 65 de Maréchal Mobutu, les mêmes méthodes des années 70 de conférence et 90 des années de la conférence, les mêmes méthodes, attitudes et comportements jusqu'aujourd'hui. Mais à quelque part, je crois que ceux de notre génération doivent commencer à comprendre que non, il faut changer les fusils d'épaule et faire la politique autrement. Nous devons aussi, à un certain moment, cultiver un autre sens de la manière de faire la politique. Éviter le mimétisme de ce qui se passe ailleurs et de voir les réalités congolaises, comment nous devons nous comporter, tout en sachant que nous avons 4 espaces linguistiques. Voilà. Vous êtes en charge de la jeunesse. Etienne Tshisekedi, qui n'est pas partie prenante au dialogue et qui ne jure que par le respect de la Constitution. Il a même lancé un préavis au président Kabila le 19 décembre. Il doit remettre les clés du palais de la nation. Et si la CENI n'organise pas la présidentielle, il demande aux jeunes de se prendre en charge et d'embraser la rue. Vous, en tant que ministre en charge de la jeunesse, comment comptez-vous gérer cette période? C'est le travail. Assez délicate. C'est une période délicate, c'est un travail qu'on est en train de faire, mais je vous dis toujours que ceux qui sont à la tête de tout ce qu'il y a comme entreprise de déstabilisation du monde, le terrorisme. Vous n'avez jamais vu un terroriste de plus de 50 ans. C'est-à-dire que non, on met toujours les venin dans les têtes des jeunes. C'est pour cela que moi je dis à ce jeune, tout tendance confondue. Alors il est temps que vous puissiez vous prendre en charge et de comprendre que personne ne fera votre bonheur que vous-même. Vous allez voir, dans notre société, nous n'avons pas de gens comme des Jephthé, dans la Bible, dans l'Exode, en train de donner des conseils à Moïse. Nous, ce que nous sommes arrivés aujourd'hui en tant que leaders de cette nouvelle génération politique, nous nous sommes formés nous-mêmes. Vous allez voir dans d'autres sociétés comme la France et ailleurs, il y a un problème de génération qui arrive, qu'à un certain moment on ne peut qu'être sage pour dire que non, on donne des conseils, comment on doit se comporter par rapport à notre futur. Je ne peux pas comprendre aujourd'hui qu'un jeune qui n'a pas voté en 2006, ce jeune qui n'a pas voté en 2011, et qu'on puisse lui dire aujourd'hui, jeune homme, vous n'allez pas continuer à voter et vous n'allez nous servir que de marche-pied, et que ces jeunes puissent marcher dans ce sens-là. On est en train de faire un travail. Il n'y a pas longtemps, j'ai mis ensemble
les députés nationaux de Kinshasa, ici dans mon bureau, dans mon cabinet de travail, je les ai reçus pour faire cette communication. J'ai dit, mais où allons-nous? Nous avons fait un choix que l'accession au pouvoir dans notre pays, c'est par une démocratie, c'est par des élections. Et organisons-nous. Moi, vraiment, et des jeunes qui voient des choses comme moi, je ne dis pas seulement des jeunes de la majorité, toutes tendances confondues. Il y a une question de choix aujourd'hui. Il y a plus ou moins 14 millions de jeunes qui sollicitent tout simplement leur enrôlement, afin qu'ils décident aussi demain. Il y a des gens qui aujourd'hui sont en train de grandir, prendre de l'âge, mais qui continuent à habiter les maisons de leurs parents. Pourquoi? Parce qu'ils continuent à vouloir servir de marchepieds. Jeunes, il faut prendre conscience de cela, de dire, je crois que quelque part, le ministre a raison, de dire que nous devons, dans notre pays, commencer à réfléchir la problématique de la régénération de la classe politique, pour dire que quand Kamanda est entré au pouvoir, Mandungu, Boulanyati et compagnie, Singa, Oudjou, ils avaient quel âge? Ils avaient quel âge? Pourquoi il faut toujours continuer jusqu'aujourd'hui à réfléchir Kamanda, Singa, Oudjou et compagnie? Donc il y a un certain moment, il faut apprendre à s'assumer, dire que non, il est temps que moi jeune. Parce que moi, il y a des choses que je regarde à la télévision que je peux ne pas dire parce que je suis membre du gouvernement, avec tout ce qu'il y a comme droit de réserve, mais en tant que leader de la nouvelle génération, actuellement, voir comment les choses se passent, il faut que les jeunes puissent s'assumer, de cesser d'être des marchepieds. Je ne parle pas seulement des jeunes de la majorité, toutes tendances confondues. Est-ce que c'est logique aujourd'hui que moi jeune, je ne puisse pas avoir la carte d'électeur? Est-ce qu'aujourd'hui, comme ce que j'avais suivi dernièrement, ce qui m'avait vraiment choqué en tant que scientifique, chef de travaux à la faculté de droit de l'université de Kinshasa, voir que parce que nous voulons faire la politique, dire que non, les gens ne doivent pas étudier. Ça, c'est un scandale. Lundi sans école, c'est de ça que vous parlez. Oui. Lundi sans école, c'est de ça que vous parlez. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, Karine, j'ai dit que non. Est-ce que vraiment, est-ce que c'est normal d'abord? Est-ce que c'est logique qu'on trouve d'autres stratégies d'accession au pouvoir? C'est peut-être une façon pour le rassemblement de faire pression sur vous. Enfants, parce que nous, nos enfants étudient ici au pays. Nos enfants étudient aussi au pays. Ce que nous sommes aujourd'hui, moi, Denis Kamba, je ne suis pas un héritier des millions de mes parents. Ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce aux études que j'ai à faire, grâce à ma licence de l'université de Kinshasa. J'ai commencé la politique à l'université de Kinshasa et je suis ce que je suis grâce à ces études. Je ne voudrais pas vraiment, parce que je suis de l'opposition ou de la majorité, toucher aux études. Ça devient vraiment une méchanceté au moment où nous avons étudié. Je crois que nous devons trouver d'autres stratégies ou d'autres méthodes de faire la politique que d'amener toujours la politique dans la logique de la violence. Et vous allez voir aujourd'hui, si j'ai eu à faire une descente dernièrement aussi à Lemba en invitant des jeunes gens, des anciennes écuries Ngaba et Lemba que j'ai dit de transformer leurs écuries en ASBL, c'est parce qu'il y a des politiciens bien identifiés et qui habitent nos communes que nous connaissons, qui matin, midi, soir, au coût de 20 000, de 30 000, 100 000 francs, ils donnent aux enfants et de les intoxiquer et envoyer ces jeunes gens de dire prenez le cocktail Molotov, allez brûler une station d'essence. Vous voyez, mais ces enfants sont des innocents et peut-être ils ne comprennent pas des choses. Mais vous, parents, et vous vous dites que vous êtes quinois, parce que nous connaissons très bien cette ville. Nous savons ce qui est représenté l'immédiat résidentiel et l'immédiat industriel. Nous nous rappelons aujourd'hui, nous quinois, nous qui avons vécu à Kinshasa, que nous avons à son temps des usines qui montaient des véhicules ici à Kinshasa comme General Motors, que nous avons nous-mêmes pillés. À Massina, là où il y avait General Motors, c'est devenu aujourd'hui un marché. Et j'ai dit à mes enfants de la commune de Lemba, Limete et Ngaba que c'est nous-mêmes qui avons pillé la foire internationale de Kinshasa. Ce qui nous restait à piller, c'est cette statuette-là de la foire internationale. Où allons-nous? C'est quel discours, c'est quelle éducation que nous sommes en train de faire? Si c'est ça la politique, je crois qu'il y a des gens qui doivent apprendre à changer de métier. Parce qu'on ne peut pas faire la politique dans la logique de la violence que pour la violence. Je crois que ça, c'est vouloir faire les jeux des autres. Parce que nous savons ce que pensent les tireurs de ficelles, qui utilisent des gens comme des marionnettes. Nous, on a besoin de notre Congo entier. On a besoin de notre Congo entier. Nous avons besoin de vivre tel que nous sommes avec nos 4 espaces linguistiques, les loubaphones, les congophones, les lingalophones, les swahilophones, de vivre dans ces pays avec 2 345 000 km² comme un seul peuple. Nous n'avons pas négocié avec les seigneurs pour que nous puissions être en RDC. Ce pays stratégique, hautement stratégique pour le décollage de l'Afrique du Nord, Sud, de l'Est à l'Ouest.
Monsieur le ministre, vous vous êtes lancé dans une campagne de sensibilisation des jeunes contre les manipulations politiciennes. On vous a vu même partager récemment un repas de cœur avec des jeunes désœuvrés. Mais est-ce que vous êtes écouté par tous ces jeunes? Nous avons plus de 11 millions d'habitants actuellement à Kinshasa. Si chacun de nous pouvait faire sa part de travail, si chacun de nous pouvait faire sa part de travail. Les parents qui nous suivent, heureusement nous ne sommes plus à l'époque de Jésus qui devait passer des portes en porte. Parce que Jésus, dans sa prédication, il allait de village en village. Aujourd'hui, nous avons la chance, c'est que nous avons la presse. Nous avons la télévision, nous avons la magie de la télévision. Donc nous ne pouvons que compter sur vous. Parce que pas le travail du ministre seul. Nous avons donné les concepts. Les concepts que nous avons donnés aux jeunes, c'est de dire chaque jour, vous dormez, vous vous réveillez, pensez aux 4 points cardinaux. C'est ça le civisme. Les 4 points cardinaux, vous jeunes Congolais, voilà comment nous devons commencer à réfléchir. Après votre exercice de sport de matin, après la lecture de la Bible si vous êtes chrétien, ou le Coran si vous êtes musulman, ou autre livre si vous n'êtes croyant ou l'un ou l'autre système, je crois que la meilleure façon de faire des choses aujourd'hui, c'est de dire, voilà ma nouvelle prière. Le ministre en charge de la jeunesse, sport et loisirs nous a enseigné les 4 points cardinaux. Le premier point cardinal, c'est le respect des institutions de la République. C'est comme un enfant qui doit respecter ses parents. Le respect des institutions de la République, en commençant par l'institution numéro 1. Nous avons 4 institutions dans notre pays qui sont constitutionnelles. C'est le président de la République. Pas la présidence de la République, le président de la République comme institution. Si nous sommes bien éduqués, si nous sommes bien renseignés, si nous avons bien compris le sens de l'existence d'un pays, personne ne peut toucher à une telle institution qui est le président de la République. Après le président de la République, nous avons le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Nous ne devons que respecter l'Assemblée nationale et le Sénat, parce que c'est nous qui avons mis ça en place par le choix démocratique que nous avons eu à opérer. Nous avons le gouvernement. Et après le gouvernement, nous avons les cours et tribunaux. Voilà les 4 points qui constituent le premier point cardinal sur le respect des institutions de la République. Deuxième point cardinal, nous avons notre constitution, que nous considérons comme... le deuxième point. Le premier point a 4 sous-points. Ah, d'accord. Le premier point a 4 sous-points. Le premier point s'appelle institution de la République. Dans les institutions de la République, vous avez le président de la République, le Parlement, le gouvernement et les cours et tribunaux que constituent le premier point, institution de la République. Deuxième point, vous avez notre constitution de la République que nous devons continuer à respecter. Et le troisième point est doublé. Le troisième point, vous avez le drapeau national et l'hymne national. C'est ça le secret de toute réussite. C'est pour ça, si nous gagnons dans nos stades, c'est parce que nous chantons très bien l'hymne national. Nous avons bien chanté à Kigali, nous avons remporté la coupe que nous avons ramenée ici lors de Chan. Nous l'avons bien chanté, félicitations aux Quinoises. Et aux Quinois, nous avons bien chanté l'hymne national contre la RCA. Nous sommes qualifiés à la CAN, nous Gabon en 2017. Si nous chantons effectivement très bien encore l'hymne national d'ici le 8 au stade, nous allons être qualifiés à la Coupe du Monde. C'est ça le secret de la réussite. Mais parfois dans nos stades, il y a des dérapages aussi, monsieur le ministre. On y entend Kabila dégage, par exemple, lors du dernier match RDC-RCA. C'est ça l'éducation, je reviendrai sur ça. Je voudrais terminer d'abord mon analyse sur les 4 points. Le troisième point cardinal, c'est l'hymne national et le drapeau national. Et le dernier point dans les 4 points cardinaux, c'est les biens publics et les biens privés. Respectons le bien public et le bien privé. Voilà l'éducation que je continue à dire aux jeunes. Si nous nous comportons comme ça tous les jours, nous allons être des citoyens. Nous allons être des citoyens du monde, des citoyens de la République. Nous serons vraiment des patriotes et des nationalistes qui aiment ce pays. Pour faire un peu la parenthèse sur ce que vous dites sur certains indisciplinés dans les stades, mais c'était un montage. Nous connaissons le joueur et leur jeu, comme je ne cesse de le dire. C'est comme ça qu'à notre niveau aussi, nous avons eu à créer un réseau. Ici à Kinshasa, il y a des jeunes gens qu'on est en train de manipuler. Il y a un groupe qu'on est en train de surveiller. On les appelle les armées orange. Armée orange, c'est des jeunes gens de Barumbu, des jeunes gens d'Engaba, des jeunes gens de Matete et d'autres indépendants. Ils communiquent par téléphone et tout ça, ils se retrouvent quelque part. Mais on a déjà commencé à identifier certaines têtes. On a déjà commencé à identifier certaines têtes. Je crois, l'opération Likofi a vécu. Mais il y a d'autres opérations qui pourront changer même de nom, mais qui pourront arriver dans les jours qui viennent. Parce que là, je vous dis, Karine, que nous avons pris le devant pour sensibiliser
des jeunes gens de quitter le phénomène des écuries et de se transformer dans des ASBL. C'est comme ça que j'ai dit qu'au stade, c'était ça, il y avait un groupe préparé pour boycotter les matchs, mais ils étaient sur plus de 100 000, même si on a manipulé 100 personnes, on va vite vous identifier, et on va vous écraser. C'est-à-dire que non, on peut vous récupérer facilement, vous écraser, c'est-à-dire qu'on peut vous récupérer et vous mettre devant la justice, afin que vous puissiez apurer votre peine conformément à ce que vous avez à commettre publiquement. Parce qu'aujourd'hui, je dis que non, il n'y a pas de secret dans la réussite que de bien chanter l'hymne national et de respecter les drapeaux de la République. C'est pour ça que vous avez vu qu'avec notre Dieu qui nous entend et qui nous comprend rapidement par rapport à ce que nous avons fait, cette image du stade des martyrs, c'est ça le résultat que nous avons réalisé. Il y avait même ceux qui étaient même préparés pour couper les courants. Il y a même ceux qu'on avait préparés pour, à la sortie, qui créent des troubles. Voilà des Congolais. Et je vous donne une parenthèse pour vous faire rire qu'il y a des gens en dehors du stade. Quand Moubele va marquer le deuxième but de la rentrée et de l'entame de la deuxième mi-temps, et il y a des gens qui criaient dans la rue égalisation. Il y a des Congolais qui disaient égalisation. Non, mais il faut travailler sur les têtes de ces gens-là. On peut ne pas aimer les animateurs des institutions que nous sommes, mais on ne peut pas dénigrer son pays, surtout pas le drapeau national, et surtout pas l'hymne national, parce que c'est sacré. Voilà un peu comment on est en train de travailler. Comme je dis, on se connaît dans la vie de Kinshasa. Dans les jours qui viennent, nous avons des mécanismes et des stratégies que nous ne pouvons pas communiquer à la télévision. Mais seulement ce que nous ne voulons pas, c'est la violence. Parce que la violence appelle toujours la violence. Des gens qui crient tous les jours à la télévision, nous allons inviter notre peuple à se battre, nous allons inviter... Mais le même peuple peut être invité dans tous les sens. Hein. Peut être invité dans tous les sens. Quand vous êtes sur un ring de boxe, et on voit déjà vos méthodes de travail, que c'est beaucoup plus vers la violence. L'autre camp peut aussi créer un système pour avoir aussi une violence aussi préparée. Et les deux violences, quand ils s'affrontent, c'est une bombe. Qui perd, qui gagne, on ne sait jamais toujours. Hein. Justement, à ce sujet, chez les jeunes de l'opposition, on parle actuellement de l'opération Toyebindaku. On répertorie les noms des officiels, les proches de la majorité présidentielle, les adresses de leur domicile, les numéros des plaques d'immatriculation, des trucs comme ça, et ensuite organiser des représailles sur fond des cocktails Molotov. Alors, monsieur le ministre, doit-on regarder l'avenir avec une pointe d'appréhension et beaucoup d'inquiétude dans ce pays? C'est vraiment dangereux. Non, mais les jeunes manipulés. Les jeunes manipulés. Aujourd'hui, vous pouvez me dire, dans le camp de la violence, laissez-moi appeler le camp de la violence comme tel, dans le camp de la violence, montrez-moi un seul jeune conscient, intellectuellement conscient de ce qu'il fait, qui va dire qu'on a des jeunes. Il n'y en a pas, toutes ces communications, tous ces gens qui parlent à la télévision qu'on est en train de suivre, vous ne verrez aucun jeune conscient de ce qu'il dit, ancien de l'université de Kinshasa, diplômé ou avocat et tout ça, appelé à la violence. Parce que nous voulons faire vraiment, je dis, c'est pratiquement le jugement de Salomon, où il y a des personnes. Actuellement, je crois que dans un des discours du chef d'État, il est revenu à dire ça, nous sommes devant le jugement de Salomon. Il y a ceux qui prônent le chaos, mais nous prônons la vie. Il y a des gens qui sont là à vouloir dire que tout soit détruit, que tout se brûle. Parce que peut-être moi je suis caché quelque part, mais on ne gère pas avec les cadavres. On ne gère pas avec des morts, on ne gère pas avec des blessés. Nous, ici à Kinshasa, nous savons ce qui s'est passé par rapport à l'incompréhension du vice-président Jean-Pierre Bemba et le gouvernement de la République. Autrefois, ce qui s'est passé dans cette ville. Il y a des choses qu'on ne peut pas continuer à prêcher. Il y a des vies humaines innocentes qui sont parties. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je pleure Igo Tanzambi, qui n'avait rien à voir avec la politique et tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une incompréhension ou des gens qui veulent prôner la violence. Le fait de dire que non, Toyebindaku, mais il faut savoir que non, la personne pour qui vous dire Toyebindaku, lui aussi, il se prépare. À supposer que vous venez à deux pour agresser une maison de quelqu'un, et lui aussi avec ses gardes, il vous élimine. On arrive à quoi? Nous rentrons au-delà de l'Antiquité, l'âge de la pierre, l'âge de la violence, où la violence précédait le droit. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas une leçon que nous devons donner aujourd'hui. Ce que nous devons savoir,
Maintenant, nous devons communiquer autrement. Présentons aux jeunes ce que nous sommes capables de faire. Présentons aux populations congolaises ce que... D'ailleurs, nous sommes dans une société où nous sommes loin des idéologies politiques. Vous allez voir, les sociodémocrates sont au pouvoir, les sociodémocrates sont dans l'opposition. Les fédéralistes sont au pouvoir, les fédéralistes sont dans l'opposition. Les républicains, ainsi de suite. Vous allez voir, mais quelle politique on fait? Mais tout ça, la faute à qui? C'est peut-être l'État qui ne sait pas organiser les choses dans ce pays. La faute aux, je peux dire, ça risque d'être contredit, la faute aux jeunes qui n'ont pas encore compris qu'il y a des gens qui n'ont pas de leçons à donner. La majeure partie des jeunes qui sont manipulés par des politiciens, c'est des jeunes désœuvrés, abandonnés par l'État, sans emploi. Alors aujourd'hui, l'État ne fait-il pas les frais de ses propres turpitudes, de son abandon vis-à-vis de cette jeunesse? Karine, j'ai dit que les mêmes méthodes que nous voyons aujourd'hui, c'est les mêmes méthodes depuis les années 60. Les mêmes méthodes. Appel à la violence, appel à la ville morte, appel à la destruction des biens publics. Et vous n'allez pas dire que le gouvernement, permettez-moi, vous n'allez pas me dire que c'est le gouvernement Kabila qui est responsable du pillage de la foire internationale de Kinshasa. Vous n'allez pas me dire que c'est le gouvernement Kabila qui est responsable du pillage de General Motors. C'est les mêmes personnes, les mêmes attitudes, les mêmes discours qui nous fait reculer. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai parlé au député national de Kinshasa ici, mais à un moment, il faut être quand même rigoureux, de demander à tous ceux qui appellent à la violence d'aller faire ça. Chacun peut faire cette violence dans son village natal d'abord. Pour dire que non, moi ici dans mon village natal, je suis contre telle chose. Ça serait quand même réfléchi. Mais aujourd'hui, arriver à demander, à détruire, jeter des pierres sur les Transco. Et demain, on commence à chercher les transports. Est-ce qu'on réfléchit? Nous, on a un travail à faire. Vous avez raison quelque part de dire que mais faisons-le avec la presse. Il faut que le journaliste et la presse puissent changer aussi de méthode de communiquer. C'est-à-dire que nous devons aimer ce pays même si nous ne nous aimons pas entre nous. Donc l'amour de la patrie, le respect des biens publics, le respect des drapeaux nationaux et de l'hymne national, et le respect de la Constitution et le respect des institutions que nous avons nous-mêmes mis en place. Parce qu'on n'a pas un autre choix. Nous avons dit comment nous allons accéder au pouvoir dans notre pays, que ce n'est pas des élections. Mais organisons des élections. Nous, on a eu à patienter. Hein? Nous, on a eu à patienter quand nous avons été programmés par la CENI que nous avons échoué en 2011. Même si du fond de notre corps, on savait connaître nos propres capacités de mobilisation et notre popularité dans la ville de Kinshasa, plus particulièrement à Moamba, j'étais de l'école de ceux qui avaient dit que je n'ai pas le temps d'aller à la Cour suprême. Comme la CENI a ainsi déclaré, je m'incline Denis Kambaye, mais je reviendrai un jour avec des arguments comme je les ai aujourd'hui. Et vous avez rebondi un peu plus tard. Ah oui, maintenant, donc, je suis prêt pour les élections. Et à tout moment, dans une année, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 2 jours. C'est-à-dire que Denis Kambaye, je suis prêt pour les élections et à tout moment, selon le calendrier qui va être donné par la CENI. Au lieu de s'occuper du terrain, au lieu de s'occuper des jeunes, au lieu de s'occuper de nos différentes bases, les gens sont là qu'à vouloir faire la politique des hommes. Non, je n'aime pas seulement, vous avez dit, je n'aime pas Denis Kambaye, mais on n'a pas le même goût, on n'a pas la même façon de voir des choses. Je n'ai pas besoin vraiment que vous puissiez m'aimer, mais j'ai un discours. Mon discours, je dis aujourd'hui, il faut absolument que dans notre pays, que nous puissions penser à la régénération de la classe politique. Et il faut que les jeunes eux-mêmes puissent s'assumer. Il y a 14 millions de jeunes majeurs qui doivent être enrôlés. Je crois, si ces jeunes sont conscients d'avoir d'abord la carte magique, qui est la carte d'électeur, d'être électeur d'abord, eux-mêmes, et d'être aussi éligible. Parce que la seule manière d'avoir le pouvoir, pas le pouvoir des combines, ce n'est pas des élections. C'est-à-dire que vous pouvez être conseiller communal, vous pouvez être député provincial, vous pouvez être bourgmestre, vous pouvez être gouverneur, vous pouvez être député, vous pouvez être selon le choix que vous pouvez opérer en vous préparant déjà aujourd'hui. C'est que nous ne pouvons qu'accompagner le calendrier que la CENI va sortir dans le cadre de ces dialogues. Justement, puisque vous parlez du cycle électoral, il sera commencé par, ça a été décidé lors du dialogue, le cycle électoral va débuter par l'organisation de la présidentielle couplée aux législatives nationales, provinciales, et les locales seront organisées si la logistique, les moyens techniques et financiers les permettent. Alors, ces locales,
offre beaucoup d'opportunités aux jeunes, vous venez de le dire, c'est donc l'occasion pour vous d'appuyer ces scrutins. Vous savez, parce qu'on est en politique, je n'ai pas compris la pression qu'avaient nos amis de l'autre camp, en vouloir, de l'opposition, à vouloir absolument faire des élections présidentielles. Si aujourd'hui il leur a été demandé de quelles élections, si vous faites faire un choix des élections à organiser, ils auront dit tous à l'unanimité, élections présidentielles. Le reste, ça peut rester. Mais ce n'est pas logique. Aujourd'hui, nous avons les mêmes sénateurs qui ont compété avec nous en 2006. Personne n'en parle. Et ils sont en train de voter des lois. Ils sont en train de travailler comme s'ils avaient un mandat encore légitime. Bien qu'ayant un mandat légal, conformément à la Constitution, mais ils n'ont pas la légitimité. Mais personne n'en parle. Les sénateurs, les députés provinciaux, les gouverneurs, tous ceux qui ont eu à dépasser les mandats, personne ne parle. La méchanceté, l'acharnement, c'est seulement le mandat du chef de l'État. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? C'est-à-dire que nous avons une vision. Par les délais constitutionnels. Tous les scrutins, il y a 2 mandats. Le mandat présidentiel, il est vrai, et que ce constitutionnel de dire il est le chef de l'État a un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Et les autres mandats, c'est toujours dans le même délai de 5 ans, renouvelable autant de fois. Mais renouveler ce mandat. Pourquoi on va aux élections, maman? Pourquoi on va aux élections? C'est pour créer ce cordon ombilical entre les gestionnaires et le peuple qu'on doit gérer. Entre le peuple et nous, c'est-à-dire ceux qui gèrent et ceux qui doivent être gérés, doivent se reconnaître dans les personnes qui gèrent. Mais aujourd'hui, vous allez me dire aujourd'hui que vraiment les Quinois se reconnaissent dans les sénateurs qui sont là aujourd'hui. Mais la faute à qui? Ah, mais oui, mais c'est non. Ça, c'est aussi une accusation gratuite, maman. La problématique de l'organisation des élections ne concerne pas que la majorité. C'est des institutions. Et dans les institutions que nous avons aujourd'hui, nous avons l'institution par excellence chargée de légiférer et de contrôler l'exécutif. Cette institution s'appelle le Parlement. Et dans le Parlement actuel, nous savons que le président du Sénat, c'est un opposant. Le président de l'Assemblée nationale, c'est le secrétaire général de la majorité. C'est-à-dire que non, c'est un Parlement à 2 têtes. Une chambre du Sénat et une chambre de l'Assemblée nationale, où vous voyez les 2 présidents de Parlement, il y a un opposant et il y a quelqu'un de la majorité. Mais comment vous allez nous dire que c'est la majorité qui est responsable de ça? Je vais plus loin. Aujourd'hui, même la Cour constitutionnelle qui avait donné l'arrêt il n'y a pas longtemps, il y a les opposants qui sont des gens venus comme délégués de l'opposition. Ils sont là-dedans. Vous n'allez pas dire que ces gens-là ne sont pas des opposants. Les opposants, c'est celui qui se met chaque matin à injurier le chef de l'État. Là, il devient opposant. Mais les autres n'ont pas la carte. Mais qui donne d'abord les cartes d'être opposant ou ne pas être opposant? Nous avons des opposants qui nous ont battus aux élections en 2006, à Moamba. Sami Badi Banga, vous n'allez pas me dire aujourd'hui qu'il n'est pas opposant. Rémi Massamba qui est au bureau, vous n'allez pas dire aujourd'hui qu'il n'est pas opposant. Pourquoi ils ont été votés à Moamba plus que nous? C'est-à-dire que c'est des opposants qui étaient. Ils sont là à ce titre-là. Non, mais ils ont sur leur liste de partis politiques, ils ont toujours mis nous venons de telle part. Je donne encore un autre exemple d'un frère que je salue en passant. Jean-Pierre Kalamba, rapporteur de la CENI, député élu dans ma province du Kasaï central et à Kananga particulièrement, sur les comptes de la liste de l'UDPS. C'est lui qui est le rapporteur de la CENI. Mon ami Gustave, qui venait de l'INC, avant, Gustave Omba. Mais c'est le duo qui faisait beaucoup de bruit quand on était au Parlement, à l'Assemblée nationale, 2006-2011. C'est les amis intimes de mon frère Pouela, maître Pouela, que je salue aussi en passant. Les 2 mousquetaires, permettez le terme, c'est par amitié que je dis ça. Les 2 amis, Pouela et Omba, ils avaient créé pratiquement un courant dans la majorité, en train de donner un peu leur position. Mais aujourd'hui, Gustave est à la CENI. Vous n'allez pas me dire, Gustave et notre frère Jean-Pierre Kalamba ne sont pas des opposants. Maman Micheline Billet, il est venu à la CENI comment? Mais sur la liste MLC. Aujourd'hui, quand je vois des gens qui veulent nous donner des leçons sur les élections, si je dois remuer le couteau dans la plaie, il y a des gens qui doivent se mettre un papier par devant et ne pas parler.
Vous vous rappelez des bureaux de CENI de Ngoï Mulunda? Je ne voudrais pas remuer le couteau dans la plaie. Ils se connaissent. Mais ils ont voulu faire le choix des personnes qui voulaient. Mais c'est les mêmes personnes aujourd'hui qui deviennent aujourd'hui des donneurs de leçons. Dans la vie, la politique, dans la vie politique, dans la vie de notre pays, les ridicules ne tuent pas. Les ridicules ne tuent pas, mais il y a des gens qui doivent apprendre tout simplement à se taire. Pendant que, parce qu'on doit voir, si on sortait aujourd'hui les films de chacun de nous, de sa carrière politique, depuis qu'il a commencé jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir l'attitude et les réactions de certaines personnes. Quand c'est pour son intérêt, tout va bien. Quand il n'est pas dans la chose, tout va mal. Alors, ce n'est pas ça qu'on doit commencer à utiliser aujourd'hui des jeunes gens. Vous avez si bien dit que nous sommes ministres en charge de la jeunesse, sport et loisirs. Je dis que moi, mon combat actuellement, c'est la régénération de la classe politique. On ne doit pas être distrait ou continuer à chercher à être des marchepieds des autres. Moi, Denis Gamba, je fais mon choix. Je me battrai d'abord pour la République et pour moi-même avant de voir ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, nous avons eu la chance d'avoir, je ne le dis pas parce que je suis au gouvernement, ceux qui me connaissent, ou les amis de promotion avec qui on a fini il y a une vingtaine d'années, nous avons, lors de la prise de pouvoir par le président de la République, avant que je sois même député, monté une structure qu'on appelait ONG, Droit et Développement. Ceux qui savent, ceux qui sont en train de dire, ils sont informés. Mais on fait des documents pour voir aujourd'hui les miracles qui s'est passé dans ce pays. Vous ne savez pas à quel âge le président de la République a pris le pouvoir dans ce pays. Et beaucoup de gens ne donnaient pas la chance si la direction a donné à ce moment. Aujourd'hui, nous sommes fiers aujourd'hui de voyager, de voir ce qui se passe. Il y a des gens qui sont quittés la RDC il y a plus de 20 ans. Quand tu rentres ici à Kinshasa, même si nous n'avons pas encore atteint 100% de vitesse sur le progrès, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Autre résolution du dialogue, c'est la mise en place d'un gouvernement qui réunira les délégués aussi bien de l'opposition, la majorité que la société civile. Alors quand des politiques se partagent des postes, que gagnent les peuples dans tout ça? Ça, il est difficile que je puisse tomber dans ce piège-là en tant que juriste, mais je crois que comme le président de l'Assemblée nationale a y aller dire, comme le président du Sénat a y aller dire, c'est des institutions de la République. Le dialogue national avait comme un point principal, c'est l'organisation des élections. C'est le bon sens. Il ne faut pas que les gens interprètent comme parce que les co-modérateurs de la majorité présidentielle. Je voudrais terminer. Je parle de moi. C'est ça mon seul défaut. Comme je n'assiste pas à des réunions de nuit ou de jour qui peuvent se tenir ici ou par là, je suis sur le plan de bon sens. Le bon sens, compte tenu de tout ce qui s'était passé dans notre pays, voudrait que nous puissions tous ensemble, l'opposition, majorité, société civile, regarder dans la même direction sur un problème, l'organisation des élections. Si pour organiser des élections, on trouve que non, c'est le gouvernement qu'il faut bouger, libre à ceux qui pensent de cette manière-là. Mais moi, ma vision est ailleurs pour dire que sommes-nous d'accord avec ça? Parce qu'il ne faut pas qu'on donne l'impression, comme si c'est le butin de guerre. C'est-à-dire que non, c'est le pouvoir pour le pouvoir. Parce que je vous dis, Karine, il y a des gens qui sont arrivés au pouvoir par hasard. Non, pas au pouvoir, en politique. Oui, voilà le terme que je voulais utiliser. Il y a des gens qui sont arrivés en politique par hasard. C'est-à-dire qu'ils font la politique parce que tout le monde fait la politique. Ou on fait la politique parce qu'ils sont en train de suivre telle personne. Mais des gens qui ont commencé la politique depuis le bas âge, l'école primaire, le secondaire, l'université, et aujourd'hui sont dans la cour de grands, ils ont une autre manière de faire la politique. Donc c'est pour cela que nous disons, la problématique du gouvernement, ça revient du pouvoir discrétionnaire du président de la République qui est dans son mandat. Parce qu'il ne faut pas comprendre aujourd'hui que non, nous n'avons pas un pouvoir de négociation au niveau des institutions de la République. S'il y a eu des négociations, si on doit rester carré, il y a des négociations autour de la problématique de comment organiser des élections. On ne doit pas trouver des raccourcis sur un problème qui est clair, l'organisation des élections. Qu'est-ce que nous devons? Nous tous, les membres du gouvernement actuel, nous devons commencer à... Chacun doit savoir où se trouve sa base. Chacun doit commencer déjà à savoir où il va se présenter, où il va agir, où il va conduire la politique de ce que nous sommes en train de faire, que ce soit au niveau de la majorité, au niveau de PPRD, mon parti, au niveau de l'opposition. Chacun doit voir où il peut communiquer. La politique, ce n'est pas ici dans le bureau climatisé et tout ça, c'est sur le terrain. Est-ce que je suis écouté? Est-ce que je peux dire une chose et être suivi? Est-ce que... Faisons le sondage personnel aussi des fois, avec le peuple, avec des gens. Est-ce qu'on est écouté? Voilà. Votre gouvernement est démissionnaire. Dans quel état d'esprit ça vous met, monsieur le ministre? Question de curiosité.
Question de curiosité, le jour qu'on est en train de faire cette émission, je n'ai pas encore cette information. Et si cela était vrai, je garderai le même esprit que quand je perdis les élections en 2011 et je suis naturellement un homme spirituel de haut niveau où les matériels ne m'ont jamais dit rien du tout. Mais mon plaisir serait que j'étais parmi quand même les ministres actifs, c'est-à-dire que non, j'étais parmi les gens qui, tout en étant en tel poste, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Donc, en bref, je reviens sur ce que j'avais dit tout à l'heure. Si c'est ça, un des points à l'ordre du jour, le gouvernement, je crois que ça relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Je voudrais qu'on dise un mot sur les sports. On a vu une association vous décerner un trophée, le trophée panafricain des meilleurs ministres des sports. C'est pour avoir fait quoi? Oui, il est difficile de parler de soi-même. Mais par rapport au sondage, je suis un homme de terrain. D'abord, un sportif pratiquant. Je fais le judo, je fais la boxe. Et un peu de football aussi, où je suis sorti comme capitaine de l'équipe de l'Assemblée nationale. Et je suis le fondateur, Kosukin, comité sportif de l'Université de Kinshasa. Et je viens d'un grand club des couleurs que vous portez, Karine. C'est-à-dire que je suis je suis un grand dirigeant derrière le général-major Amici Kombadi Tangofor. Et aujourd'hui, arrivé à la tête de ces ministères de la jeunesse, sport et loisirs, ce n'était pas une surprise pour moi. Je bénis le Seigneur qui a touché le cœur du président de la République pour me mettre à la tête de ces ministères et de donner ce que je sais faire comme sportif. Je crois, nous sommes rares, je ne sais pas si je peux citer le vieux Kibasa Maliba, un des ministres qui, avant d'être ministre, c'était un sportif, le vieux, le défunt, avait fait la boxe comme moi. Et voilà, c'est un peu tout cela. Donc, c'est une question qu'il faut poser au jury, mais sincèrement, on se regarde soi-même, avant nous, qu'est-ce qui était là? Aujourd'hui quand même, si on n'est pas trop arrogant, le sport, on en parle quand même. Hein. Et il est arrivé un moment où maintenant on commence à se qualifier sans calcul. Donc c'est le peuple qui le dit. C'est ça le sondage. C'est ça le sondage. Nous ne voudrons pas parler de nous-mêmes. Je crois que c'est une question que vous pouvez poser dans la rue avec un micro-baladeur, que le peuple seul puisse vous dire, entre tel ministre, quel est ce ministre de l'innovation et quel est ce ministre qui aujourd'hui communique ou qui est en phase avec les réalités du sport. Ça va que vous êtes tout le temps sur les terrains, mais alors il y a un point où beaucoup pensent que vous avez quand même échoué la réhabilitation du stade des Martyrs. Vous l'avez annoncé en grande pompe, beaucoup de promesses, peu de résultats sur le terrain. Où en êtes-vous aujourd'hui? Non, on n'a pas échoué. On n'a pas échoué, c'est-à-dire, c'est ce que je venais de dire tout à l'heure, que la politique de la casserole de la grand-mère, j'aime bien utiliser cette expression de mon ami Bitakwira, que je salue en passant, que nous faisons la politique avec le moyen disponible. Nous faisons la politique avec le moyen disponible, c'est-à-dire quoi? Au même moment que moi je fais ma demande pour la construction de, comment on appelle, de palais de sport, il faut réhabiliter le stade de Martyrs, c'est au même moment que nous avons la pression de donner l'argent pour la CENI. C'est au même moment que nous avons la pression de sécuriser l'Est de la République. C'est-à-dire que la vision est là, la volonté est là. Je suis un des rares ministres de sport qui a participé à la troïka stratégique. Les gens m'ont posé la question si je gérais quel secteur de finances. C'est peut-être par rapport à tout ce que nous avons comme plan. À un moment là, vous arrivez avec autant de propositions, vous dites, hé, monsieur le ministre, voilà ce que nous avons disponible. Nous avons 10 000. Les 10 000 que nous avons, voilà les priorités que nous avons, mais y compris les sports. On fait comment? Vous comprenez? Donc, les jours qu'on aura beaucoup plus de moyens, on va revenir sur tous ces projets, mais les problèmes de développement, c'est d'avoir l'idée, la conception, les humains ou les hommes qui doivent être là, puis concrétiser en matériel. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vous donnerai l'occasion de parler à vos compatriotes, mais aussi de lancer un message, surtout aux jeunes particulièrement. Etienne Tshisekedi aura boudé les dialogues jusqu'au bout, lui et son rassemblement, et donc l'accord politique qui sortira de ces assises ne l'engage pas. Alors vous, comment voyez-vous l'avenir de ces pays, les jours à venir? Non, il ne faut pas lier l'avenir de ces pays aux hommes. L'avenir de la RDC appartient à l'Éternel Dieu des armées en qui moi je crois. Je suis fondamentalement chrétien.
Je sais que tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous ne vivons que le temps de l'accomplissement du plan merveilleux que le Seigneur a sur le pays, la RDC. Sauvons. Mais chaque fois vous revenez sur les opposants. Si aujourd'hui je vous demandais de me faire la liste des 10 opposants et que je puisse vous dire ce que chacun représente réellement, vous allez être estomaqué. On se connaît. On sait comment on devient opposant dans ce pays, tout ça. J'ai beaucoup de respect pour Papa Etienne Tshisekedi, peut-être le seul opposant. Parce que les autres, vous savez, c'est à peine, il y a 6 mois qu'ils sont devenus opposants. Ils sont devenus opposants. Et il y a même des gens qui avaient injurié Papa Etienne Tshisekedi. Même des génocidaires qui sont devenus aujourd'hui des opposants. Des gens qui n'ont aucune leçon à donner de la politique. Non, moi je ne suis pas de l'école de la distraction. Je connais beaucoup de gens. Mais il est difficile de demander à un président du Grand Kasaï que je suis, cette structure que nous avons pilotée, de composer avec des génocidaires. Mais puisque sur ce concept-là, il me sera très difficile. Parce que moi, je vois des choses en face. Pour des besoins personnels, pour des raisons égoïstes, les mêmes personnes qui nous ont mis en difficulté il y a quelques années, c'est les mêmes personnes aujourd'hui qu'on commence à en composer pour, je ne sais pas pour quel intérêt. C'est difficile, ça ne passe pas. Et aujourd'hui, la même méthode qui a fait que vers les années 90, au niveau de l'Union sacrée, il y a eu des gens de la famille autre que celle des chefs de l'État. Donc les leçons du passé doivent nous renseigner aujourd'hui. Je n'ai aucune leçon à donner à l'UDPS, parce que j'ai beaucoup de membres de la famille qui sont là-bas. Mais je suis des fois gêné par rapport aux stratégies et aux méthodes de travail. Mais c'est que nous devons tous nous dire, éviter la violence. Parce que je vois des gens qui étaient, même aux élections de 2011, derrière d'autres candidats, combattant les candidats de l'UDPS, aujourd'hui, pour entrer dans les lavages à sec, si je peux appeler, pour de faire voir que nous vous aimons, nous sommes avec le peuple. Non, tout le monde aime le peuple, chacun a son peuple et à son degré. Chacun peut gérer, mais tout ce que nous sommes en train de le donner comme conseil, nous devons cesser de prêcher la violence. Nous devons cesser de prêcher la violence. Prêchons nos idées. Prêchons ce que nous savons faire. Moi, Denis Kambaye, en tant que Grand Kasaï, je ne peux à aucun moment, pour n'importe quelle raison, composer avec un génocidaire. Ça n'engage que moi. Parce que nous avons des preuves, nous avons des images. Aujourd'hui, si vous voyez ce que Pichibanda dit sur ce qui s'est passé autrefois, et voir aujourd'hui des gens qui parlent allègrement en train de donner des leçons, non. Vous parlez des Kyungu à Kumwanza, je vais vous aider à les citer. Je n'ai pas le temps et je ne les citerai jamais. En tout cas, c'est la fin de cette émission. Merci, monsieur le ministre, de nous avoir reçus chez vous. Merci à vous aussi, mesdames, messieurs, d'avoir suivi ce magazine. Je vous retrouve très prochainement pour d'autres questions d'actualité avec le même plaisir.